Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Ada Lovelace et de son premier programme, le premier programme informatique au monde. Et on va essayer de comprendre de quoi il en retourne. On l'évoque souvent dans les médias parce que les médias aiment bien l'histoire derrière, l'histoire que c'est une femme qui a écrit le premier programme au monde. Et c'est une histoire qui est très bien, qui est très intéressante. On la retrouve dans des séries populaires comme Doctor Who. Et je trouve ça absolument génial. Mais des fois, eh ben, on en fait un peu un pataquès, et on peut se poser la question, est-ce que c'était vraiment bien ou pas? J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Eddie Lamar. Eddie Lamar, elle a écrit un brevet pour une techno de radio qui est absolument géniale, mais qui n'est absolument pas utilisée dans le Wi-Fi. Et aujourd'hui, les médias disent qu'elle est la créatrice du Wi-Fi. C'est un peu gros. La question, c'est ici, est-ce qu'il en est de même pour Ada ou pas? Est-ce que ce qu'elle a fait, c'est bien ou pas? Eh bien, on va se poser la question. Euh, alors, Pam, Ada Lovelace, c'est elle, mais on s'en fiche un petit peu que ce soit elle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est son programme. Ça, c'est le programme qu'on va retrouver un peu partout. C'est la fameuse note G. Mais en fait, la note G, c'est un travail qui est écrit et qui va permettre de comprendre ce tableau-là. Alors, ce tableau, il est un petit peu compliqué, et c'est ça qui est vraiment le programme en tant que tel. Mais tout seul, il ne se suffit pas réellement. Mais voilà. Au- je devrais quand même être capable de le comprendre, et en me lançant dans cette vidéo, j'avais cette idée que je serais capable de comprendre ce programme tout seul, alors qu'en fait, pas du tout. Et j'avais plusieurs préjugés. Le premier préjugé, c'était que son premier programme devait absolument être en langage machine. Forcément en langage machine. Pourquoi? Parce que des algorithmes, ça existait avant. Qu'est-ce qui va différencier le programme d'un algorithme? Bah, c'est que c'est écrit en langage machine en fait. Donc pour moi, ça ne peut pas être simplement un algorithme. Des algorithmes, ça existait bien, bien avant l'informatique. Ensuite, comme préjugé, j'avais l'idée que ça devait être exact, qu'il devait être juste. C'est-à-dire qu'il ne devait pas contenir de bugs, parce que c'est un travail un peu fondamental, fondateur, et que ben, pour que ce soit un bon programme, il faut que ce soit un programme sans bug. Un troisième préjugé que j'avais, c'était que ça permettait de calculer les nombres de Fibonacci. Les nombres de Fibonacci, ou la suite de Fibonacci, elle est très simple à calculer, et ça fait un peu partie des exercices qu'on peut donner à un étudiant qui commence à programmer, juste pour apprendre à programmer. Donc je me suis dit, ben, pour premier programme, ça correspond plutôt pas trop mal. En fait, quand on regarde cette note-là, eh ben, on n'y comprend rien du tout, mais surtout, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que les nombres de Fibonacci simplement. En effet, il s'agit des nombres de Bernoulli. C'est pas les mêmes, c'est pas le même niveau de complexité. Et pour comprendre ça, eh ben, c'est très compliqué. Et heureusement ou malheureusement, quand je me suis lancé là-dedans, j'ai trouvé un travail d'un confrère, Micmat, qui a fait une vidéo. C'était un live sur sa chaîne, le Mirogon, le Myriogon, qui date du 15 juin, en 2020, et qui parle des nombres de Bernoulli et du programme de Lovelace. Cette vidéo, elle est bien, mais elle est très axée mathématique et très peu informatique. On va s'apercevoir que Ada Lovelace, elle est très à fond dans les maths. Au niveau informatique, bah, ça c'est quelque chose de nouveau, donc ça la passionne. Mais voilà, il y a quand même un très grand background de mathématiques derrière, hein, quelque chose d'assez profond. Cette vidéo, elle dure 2 heures. Elle parle pendant assez longtemps des nombres de Bernoulli. Et je vous la conseille pour bien comprendre les nombres de Bernoulli. Moi, je vais vous la résumer. Je vais vous la résumer parce que bah, il nous faut un peu les bases pour comprendre de quoi on parle dans le programme. Mais voilà, j'ai pas, je vous l'expliquerai de toute façon forcément beaucoup moins bien que Michael Launay. Par contre, voilà, je vais essayer de passer un peu plus de temps sur la partie informatique et sur la partie code. Alors, je résume sa vidéo. Globalement, l'idée des nombres de Fibonacci, des nombres de Bernoulli, ça va être de pouvoir calculer les sommes de puissance. Donc là, on a des formules génériques pour les sommes de puissance. Ici, on a 1 puissance 1, 1 puissance 2, 1 puissance 3, donc ça fait 1 plus 2 plus 3, et ainsi de suite. Pour calculer cette somme-là, on a cette formule générale.
on peut trouver des formules générales pour les puissances de 2, pour les puissances de 3, pour les puissances de 4, et ainsi de suite. Et il va en trouver dans sa vidéo quelques-uns. Et voilà les formules générales. On s'aperçoit que les formules générales sont un peu toutes sous la même forme. Et ça va être intéressant. La question, c'est est-ce qu'on peut créer une formule générale des formules générales? Excellente question. Et en bossant un petit peu, en mettant des flèches un peu partout, au final, on va réussir à trouver quelque chose. Ce quelque chose, c'est ceci. Alors là, vous allez pouvoir, hop là, ici, vous allez pouvoir regarder cette ligne-là. Cette ligne-là, en fait, c'est la formule générale enfin, la formule générale, en tout cas, c'est la formule pour les puissances, la puissance 6 ici. C'est sa formule à elle, mais mise sous une forme un peu générale, c'est-à-dire que là, en fait, on va faire apparaître deux choses. On va faire apparaître ici la suite 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, qui correspond à cette ligne-là, 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la pyramide de Pascal. C'est une pyramide qui est connue dans le monde des mathématiques, qui est assez facile à calculer et qui est assez amusante. Euh, donc, on a cette suite-là et on a ces nombres-là, on a ces facteurs qui est B0, B1, B2, B3 et ainsi de suite. Et en fait, ces nombres-là, on s'aperçoit que on les retrouve en fait à chaque fois avec ce lien entre ces nombres et cette pyramide de Pascal. Ici, on a les sommes de 1 à... Pardon, on a la somme des carrés des puissances de 2. Et dessus, on a 1, 3, 3. Et on n'a pas le 1 dernier. La dernière ligne, elle n'existe pas en fait. Enfin, elle existe. Elle existe dans le triangle de Pascal, mais dans ces formules-là, elle n'existe pas. Il faut l'oublier. Et en fait, ici, on va avoir à chaque fois le même B0 qu'on trouve ici et ici, le même B1 qu'on trouve ici et ici, et le 1, 3, 3, 1, on l'a ici, à la deuxième ligne de la pyramide de Pascal. Trop cool, on arrive à faire un lien entre les sommes des puissances, la pyramide de Pascal, et des nombres qu'on ne connaissait pas trop avant, et qui sont intéressants. Donc voilà, c'est assez sympa de voir ça, c'est mathématiquement super intéressant. La question, c'est comment est-ce qu'on calcule ces nombres-là? Eh bien, il y a deux astuces. Déjà, en fait, il faut y aller étape par étape avec les puissances de 0, puissance de 1, puissance de 2. En fait, à chaque fois qu'on passe à la puissance supérieure, on voit qu'on va rajouter un facteur avec un nouveau nombre de Bernoulli. Donc globalement, il faut calculer des B0. À partir de B0, on peut trouver B1. À partir de B1, à partir de B1 et B0, on peut trouver B2. À partir de B0 jusqu'à B2, on peut trouver B3, et ainsi de suite, en résolvant ces équations-là. Et ces équations, elles sont un peu compliquées parce qu'elles font intervenir les nombres de Bernoulli. Normalement, on les a récursivement, et le dernier nombre de Bernoulli, mais aussi des n. Et les n, ils se simplifient très facilement en disant, on prend n qui vaut 1. Et cette formule est juste quel que soit n, donc on va prendre n qui vaut 1. Et on a tous les n qui vont disparaître. Ici, dans la formule en bas aussi, pareil, le n puissance 7 disparaît, le n puissance 6 disparaît, puisque chaque n puissance quelque chose, quand n vaut 1, ça vaut 1. Donc, c'est très pratique. On va se retrouver avec, avec une série d'équations qui vont nous permettre de calculer les nombres de Bernoulli. Ce pas des choses qui sont très compliquées à calculer, mais ça prend un peu de temps quand même. Et quand on factorise, quand on fait des changements de signes, quand on fait des changements de signes, des changements de variables, ce genre de choses, en fait, on va pouvoir obtenir une nouvelle formule. Et on va passer là-dessus à 1h42 sur 1h57. Donc à 15 minutes de la fin, on va pouvoir parler réellement du programme d'Ada Lovelace. Je vais vous parler d'une nouvelle formule, ça va être cette formule-là. Cette formule-là, elle est équivalente à la précédente. Et en fait, cette formule-là, je vais me mettre un peu plus petit. Hop là, je vais me mettre là. Cette formule-là, elle est équivalente à la précédente, mais en un petit peu différent, avec des changements de variables. Notamment, au lieu de parler du nème nombre de Bernoulli, on va parler du nombre. On va parler on va utiliser un nombre n qui va correspondre, qui va être lié au nombre de Bernoulli. Avec, par exemple, pour le nombre 7 de Bernoulli, comme c'est le septième, c'est 4 fois 2 moins 1, ou 2 fois 4 moins 1, 2n moins 1. Donc en fait, le nombre de Bernoulli associé à n, c'est le nombre 2n moins 1 à chaque fois. Donc ça va faire un changement de variable dedans. Et on va trouver cette grosse formule-là,
Et il faut savoir aussi que les nombres de Bernoulli, il y en a un sur deux qui vaut 0. Donc en fait, on va les faire avancer de 2 à 2. D'où le fait aussi qu'on va calculer à chaque fois les 2n-1 pour le nombre de Bernoulli et pas le nème nombre de Bernoulli. Ça permet de faire des optimisations au niveau des calculs et d'avoir moins de calculs, puisque comme ça, on évite de calculer les nombres de Bernoulli qui valent 0. On gagne du temps, on gagne de la mémoire, c'est plutôt bien. Et cette formule-là, elle est assez sympa parce que vous voyez ici à droite, on a cette formule-là, on a notre nombre de Bernoulli qu'on veut calculer, qui vaut l'opposé de tout le reste. Et c'est une formule qui est assez simple, parce que c'est des opérations habituelles, classiques, des multiplications, des divisions, des additions, des soustractions. Par contre, il y a un côté assez gênant dans le sens que il va falloir faire des boucles, c'est récursif. Et vous voyez, chaque élément ici qu'on a à l'intérieur va être de plus en plus gros au fur et à mesure qu'on veut calculer des nombres de Bernoulli importants. Donc, ça va être compliqué. Mais, est-ce qu'on va s'en sortir? Ada Lovelace va se lancer dedans. Hop là. Ici, on a le programme qu'elle a écrit. Enfin, on le voit, il a été réécrit, il a été présenté en fait par Fourmier Lab, qui est un informaticien qu'on trouve sur Internet. Il l'a réécrit de manière un peu plus propre en le mettant en forme et non pas en version scan du document original. Ce document-là, pour le lire, d'abord, on va les lire colonne par colonne. On a la colonne, la première, c'est le numéro d'opération. En fait, le programme, ça va être une succession d'opérations. Ce qui est assez bien, c'est qu'elles sont numérotées, et ça se rapproche de l'informatique moderne où les lignes sont numérotées par des adresses, en fait. Chaque ligne du programme a son adresse. C'est pas très utilisé en programmation habituelle, mais quand on a un assembleur, c'est utilisé. Et surtout pour le compilateur derrière, quand on veut faire du langage machine. Ensuite, on a la nature des opérations. La nature des opérations, ça va être de dire à tel moment du programme, qu'est-ce qu'on fait comme opération. Donc on disait des multiplications, des soustractions, des additions, des divisions. Il faut savoir que sur la machine en question, les multiplications se font par addition successive, tout comme les divisions se font par soustraction successive. Donc multiplication, division, ça prend du temps, mais c'est comme ça. Donc on a l'opération, et dans la ligne suivante, on a sur quelle variable on va faire les opérations. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais par contre, on voit qu'il y a l'opération à chaque fois qui est répétée. À chaque fois, c'est la même. Il y a une répétition de l'opération entre ces deux colonnes. On pourrait se contenter de celle-ci, mais c'est bien de séparer. Moi, à la limite, j'aurais séparé les deux variables en disant la variable 1, la variable 2, auxquelles on applique l'opération. Et enfin, on a la variable de réception. Alors là, on peut écrire dans plusieurs variables en même temps. J'y crois pas trop en termes mécaniques, mais c'est là où on voit aussi que c'est un peu du pseudocode en fait qu'elle écrit. C'est une manière d'expliquer le programme à la machine. Si on regarde ces 4 premières colonnes, ou même peut-être que les 3 premières ou les 2 ici, c'est suffisant. C'est juste, ça indique le code, c'est la partie code réel. Ici, on voit qu'on a des accolades. Je vous parlais de boucles tout à l'heure. Et c'est absolument pas lié aux boucles. C'est juste des questions de mise en forme pour mieux comprendre le code. C'est pareil, les lignes qu'on a aussi horizontales, les deux lignes horizontales, c'est absolument pas en lien avec les boucles. C'est juste pour de la mise en page. Ces deux colonnes-là, elles sont utiles pour en commentaire. La première, pas très très utile, elle permet de savoir combien de fois on modifie une variable. Et la deuxième, ça permet, beaucoup plus utile, ça permet de savoir quel calcul on est en train de faire. Donc ça, c'est plutôt bien utile. Et ensuite, on va avoir, ici, on va avoir les variables. On va d'abord avoir les variables d'entrée, les variables temporaires et les variables de sortie. Toutes ces variables-là, ce sont des variables. Elles s'appellent V0, V1 et ainsi de suite. Il n'y a pas V0 d'ailleurs. V1, V2 et ainsi de suite. Ada, elle aime bien commencer ses tableaux à 1. Ça pourrait être assez critiqué aujourd'hui. Mais voilà, il y a des langages où les tableaux commencent à 1. Ada a décidé de commencer ses tableaux à 1. Pourquoi pas? Ces variables, c'est V pour variable. C'est un mot qui aujourd'hui est hyper courant dans le langage informatique.
Je ne sais pas si c'est elle qui l'a inventé, en tout cas, elle insiste sur ce mot en disant, bah voilà, ça, c'est des objets qui peuvent changer de valeur. Toutes sont mécaniquement pareilles, il n'y a pas de différence. C'est elle qui dit, bah ça c'est des entrées, ça c'est des sorties, ça c'est des variables temporaires. Voilà. Donc c'est assez intéressant là-dessus parce que ça montre aussi une certaine modernité dans son programme. Et ici, on a un peu les commentaires de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer dans le. Ça indique en fait l'évolution des variables dans le temps au fur et à mesure de l'exécution du programme. Voilà. Et on a cette ligne-là. Ici, il y a une répétition des lignes 13 à 23. Alors, une répétition, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça me fait assez peur, en fait, cette histoire-là. Ça me fait assez peur parce qu'on ne peut pas reproduire ces variables-là, pardon, on ne peut pas reproduire ces lignes-là, typiquement copier-coller, pour plein de raisons. Déjà parce qu'il nous faut B5 qu'on n'a pas, et ensuite parce que nos opérations, elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent. Donc ça, c'est assez gênant. Capam. Quand on regarde nos variables, il y a des choses assez rigolotes. Ici, Ada a décidé de mettre en 1 les variables qu'on initialise à l'origine, à 0 les autres. Là, on a notre variable d'origine. Et ici, en fait, les variables de Bernoulli, les 3 premières, il faut les indiquer pour qu'ils puissent trouver la quatrième, le B7, le fameux B7. Et une fois qu'on a B7, à ce moment-là, on peut passer à B9. Ici, on a nos variables. La première qui vaut 1, la deuxième qui vaut 2, la troisième qui vaut 4 pour le 7. Si on voulait calculer 9, il faudrait avoir ici 5. Ça, ce sont des disques, ça représente des disques horizontaux de chiffres. En fait, les registres sur la machine, ce sont des disques métalliques qui vont tourner, c'est des disques décimaux. Jusqu'à présent, jusqu'à l'avènement de l'électronique, en fait, les ordinateurs fonctionnaient de manière non pas binaire, mais décimale. Et donc voilà, c'est des représentations décimales sur les ordinateurs, c'est normal. Ici, on a des petits cercles que Ada a oublié de remplir. Il s'agit du signe. Donc là, normalement, ça devrait être un plus pour dire que c'est plus 1. Ici, c'est plus 2. Ici, c'est plus 4. Mais on pourrait avoir aussi un moins pour dire que c'est un nombre négatif. C'est assez intéressant ça aussi parce que dans ces variables, elle en a 3 en entrée. On pourrait imaginer qu'elle devrait avoir que n. N, le nombre de Bernoulli qu'on cherche à calculer. Mais elle a aussi 1 et 2. Pourquoi? En fait, ça, ce sont des variables qui vont être fixes dans le temps. Et simplement parce qu'elle a besoin d'avoir dans son programme, des fois, elle doit faire des additions, ajouter 1, retirer 1, multiplier par 2, diviser par 2. Et bien tout ça, il lui faut des variables et elle ne peut pas les écrire dans le code programme lui-même. Elle est obligée de jouer entre elles dans la data, dans les colonnes de données. Donc voilà, c'est un peu un manque, une lacune de la machine, mais elle fait ça très bien, elle s'en passe très bien en disant bah non, mais il suffit juste de les mettre dans des cases, entre guillemets, en RAM, en mémoire, pour pouvoir les utiliser. Voilà. Ici, hop, ça c'est un peu tout ce que j'ai expliqué. Ah oui, il y a quelque chose donc là-dessus qui m'a pas mal froissé par contre, c'est qu'en fait, quand on regarde la vidéo, assez vite on s'aperçoit que les nombres de Bernoulli, ce sont des nombres, ce sont des fractions. Ici, vous voyez, vous avez 1, 1 demi, 1 sixième, moins 1 trentième, tous ces nombres-là. Il y a des nombres positifs ou négatifs, c'est une chose, mais vous avez surtout beaucoup de nombres qui sont compris entre 0 et 1. Et qui sont des fois des fractions rationnelles, qui sont des fractions qui sont même pas des nombres décimaux. Moi, ce sont des nombres rationnels, comme le 1 sixième ici. Donc ça, c'est des nombres qui sont très compliqués à calculer encore aujourd'hui et qui posent des problèmes encore aujourd'hui. Donc que le premier programme se lance là-dedans, c'est un petit peu osé quand même. C'est un petit peu osé, surtout quand on voit qu'en fait, on peut utiliser que des nombres entiers. Sur V21, V22, V23, il dit ben, on met le nombre de Bernoulli dans une fraction décimale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop, mais j'imagine que ben, c'est juste un nombre décimal. Et on peut, sur la machine de l'époque, utiliser des nombres à virgule constante. Mais là-dessus, il faut faire attention quand on fait nos opérations. Les additions, il n'y a pas trop de soucis, mais sur les multiplications, il faut faire attention sur la valeur de nos virgules constantes parce que bah, ça peut poser des problèmes. Donc c'est pas quelque chose qui est évident du tout à faire de manière mécanique pour l'ordinateur. Donc voilà, c'est un petit peu surprenant.
Et pour moi, c'est un peu un bug du programme de dire, bah non, mais ça fonctionne avec des nombres entiers, pas du tout. Ça peut pas fonctionner avec des nombres entiers. Et présupposer que l'ordinateur va utiliser des nombres à virgule fixe, il faudrait un peu préciser tout ça pour prévoir les résultats. Alors, hop là. On a un autre bug que j'avais vu en lisant un petit peu la littérature sur Internet, c'est le fait qu'ici on a un calcul, euh, c'est 2n-1 sur 2n plus 1. Et pourquoi est-ce que... Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça zoome autant. Euh, hop là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça zoome autant ici. Mais vous voyez en fait que donc c'est sur cette opération, le 2n-1 sur 2n plus 1, ça correspond à l'opération V5 sur V4. Et V5 sur V4, c'est 2n plus 1 sur 2n-1. Donc c'est inversé. Le commentaire est juste, le programme est faux. Elle a inversé, elle s'est trompée, elle a inversé les deux chiffres. C'est pas plus grave que ça, mais son programme ne fonctionne est buggé. Quand je vous disais que j'imaginais que son programme n'était pas buggé, c'est faux. C'est buggé. Et un autre bug aussi à la fin, c'est le fait que quand on a notre équation dans B7, en fait, on va y mettre cette valeur-là. On va mettre les valeurs calculées. Mais cette valeur calculée, en fait, elle est... comment ça s'appelle En fait, il faut trouver l'opposé. Alors, je ne sais plus si je vous ai expliqué, mais c'est important un peu dans les calculs qu'on va faire. En fait, quand on va faire... Hop là. Quand on a ces formes-là, en fait, on calcule le Bn. Et Bn, il vaut, en fait, à chaque fois A0 fois un B0 qui vaut 1. Donc, c'est A0 plus A1 fois B1 plus A3 fois B3 plus A5 fois B5 et ainsi de suite. Ça, c'est les calculs qu'on va faire. Et donc, à chaque fois, il va falloir calculer A0, A1, A3, A5 et ainsi de suite. Donc, c'est ces calculs-là qui vont être entre guillemets intermédiaires avant de pouvoir les multiplier chacun par le nombre de Bernoulli associés et pour pouvoir calculer à la fin notre fameux nombre de Bernoulli final. Alors, je reviens ici. Donc là, je disais, je ne sais pas pourquoi ça a zoomé autant. Et voilà. Et donc, on a notre programme ici. Donc, je disais qu'il y a aussi une erreur de signe. Donc, hop là. On a aussi, excusez-moi, ici, une erreur de signe au niveau du B7 ici. Quand on va faire la copie, normalement, ça devrait être le calcul ici, il est aussi faux. Il devrait être faire 0 moins cette valeur-là. Alors, quand on regarde globalement les variables, on voit qu'elles vont un peu en triangle, de plus en plus à droite. C'est normal, puisqu'on va utiliser de plus en plus de variables et délaisser les précédentes. Donc ça va prendre de plus en plus de place. Mais par exemple, on a cette colonne-là, on a ces colonnes-là, ces deux-là, qui ne sont plus utilisées. En fait, ces deux variables qui vont être utilisées que jusqu'à l'étape 4. Et après, elles n'auront plus de valeur. Ce qui est assez intéressant, c'est de dire que... alors, c'est que là, il marque en fait des zéros ici pour dire que les variables doivent être remises à zéro ou ne sont plus utilisées. En fait, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on pourrait mettre V5 dans V4 et V6. Pardon, pardon, on pourrait mettre excuse-moi, V6, on pourrait mettre V6 dans V4 et V7 dans V5. On pourrait économiser de la place. Et il y a quelques optimisations comme ça d'espace qu'on pourrait faire pour utiliser moins de registres. Ada Lovelace, dans son programme, n'hésite pas à prendre de la place quand elle en a besoin. Et c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt une preuve en fait de, de propreté dans son code, même si c'est du code qui n'est pas très optimisé. Voilà. Dans son code, par contre, donc on va prendre de plus en plus de place. Et en fait, dans son opération, en fait, là, quand elle dit qu'elle va vouloir réécrire des lignes 13 à 23, on ne sait pas trop comment est-ce qu'elle veut les réécrire. Mais en tout cas, il faudra faire des différences parce que là, par exemple, B5, il n'apparaît pas. Donc, il faudra le rajouter. Mais pour calculer, je vous disais, les termes A, les termes A, on les a ici. A1, qu'on les calcule au fur et à mesure. On a A0 qu'on a calculé ici, A1 qu'on a là, A3 qu'on a là. A5, il se calcule, mais avec encore plus d'opérations. Donc normalement, quand on va devoir réécrire ces lignes-là, il va falloir les modifier et ajouter plus de calculs. C'est un peu gênant. Et donc ça prendra en plus de place dans les variables.
et on prendra encore plus de place. Donc en fait, il va falloir prendre beaucoup, beaucoup plus de place. Donc moi, de ce que j'ai compris du programme, avant de me plonger vraiment dedans de manière très particulière, c'est que c'est pas terrible. Voilà. Donc j'étais pas mal déçu de son programme. Euh, Ah, c'était ici que j'indiquais les bugs. Donc ah oui, ici, qu'est-ce que je veux dire? Ici, on a aussi une autre chose, c'est que on a V13 moins V11 ici. En fait, ce qu'elle veut ici, c'est mettre dans ce terme-là, elle veut mettre l'opposé de celui-ci. Donc, elle veut faire moins ce terme-là. Et moins ce terme-là, il suffit juste de faire 0 moins 0 moins ce terme-là. Et elle considère que les colonnes sont par défaut à 0. Ça, pour moi, ça c'est un bug. Mais elle considère que c'est tout à fait juste. Et en fait, en lisant ses notes, elle considère que c'est tout à fait juste, puisque euh, elle considère que c'est tout à fait juste, puisqu'en fait, pour elle, à l'initialisation de la machine, tous les registres valent 0. Pour moi, il n'y a pas de raison parce que la machine, bah, quand on la reprend, quand on démarre un programme, elle se trouve dans son état précédent, puisque c'est une machine mécanique. Mais bon, voilà, pour moi, c'est une sorte de bug. Et là, ce que je vous disais aussi derrière, tout à l'heure, c'était qu'en fait, quand on faisait notre calcul, je vous l'ai dit, mais au mauvais moment, on a le 2n-1 sur 2n plus 1. Donc, c'est le quotient de ces deux valeurs. C'est V5 sur V4 qui est noté. Et ça devrait être V4 sur V5. Donc, bug. Voilà. Donc tout ça pour dire que son code, de manière générale, est plutôt décevant. Moi, ça m'a en tout cas beaucoup déçu au fur et à mesure des recherches, ben, c'était vraiment pas génial jusqu'au moment où je suis tombé sur enfin la vraie note de Ada Lovelace, dans laquelle elle va décrire de manière beaucoup plus complète son processus, son programme et ce qui doit être fait. Et là-dessus, en fait, il y a quelque chose dont je ne m'étais pas rendu compte. C'est qu'en fait, dans notre programme, là, l'écriture, elle n'est pas complète parce que ça prend de la place. Mais en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, quand on fait le B3, c'est facteur de 2n sur 2 qu'on a ici. Donc en fait, quand on va calculer notre nouvelle A3, on va calculer notre A3 par rapport à notre A1. Mais en fait, notre A3, ça vaut A1 fois 2n-1, facteur de 2n-2 sur 3 fois 4. Et en fait, à chaque fois, le AN plus 1 ou AN plus 2, ça vaut AN fois 2n moins quelque chose sur quelque chose. Et ce, plusieurs fois si on fait AN plus plein. Donc en gros, pour AM, puisque là j'ai marqué donc M pour séparer par rapport au N, donc AM plus 1, donc le A3, ça vaut A1 facteur fois 2n moins quelque chose, donc ici 2n moins 1, sur 3 facteur de un peu pareil. Donc en gros, ça c'est vraiment important dans son programme, et c'est là où son programme devient absolument génial tout d'un coup. C'est-à-dire que, en fait, on arrive à optimiser l'ensemble en disant, bah non, mais en fait, à chaque nouveau terme, au B5, au B7, et ainsi de suite, ce sera juste deux nouveaux termes sur de termes ici, qu'on peut calculer récursivement les uns après les autres. Pas récursivement, mais pardon, de manière récurrente, les uns après les autres. Et à chaque fois, à chaque nouveau terme, à chaque nouveau A quelque chose, il suffit juste d'avoir le A précédent fois deux termes qu'on va nouvellement calculer. Et donc ça, c'est là où son programme devient tout d'un coup magique. Voilà. En fait, quand elle dit qu'on fait une répétition des lignes 13 à 23, c'est juste. En fait, on va se les répéter. On va se les répéter et je commence à avoir un petit peu marre de me voir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, en fait, quand on a ce programme, euh, il suffit juste de recopier ces lignes-là. Et en fait, vous voyez que ici, on va calculer un premier, pardon. Je crois que après ça va s'apparaître. Ouais, alors, hop là.
Voilà. Alors ça, je vous le mets un petit peu. Hop là. Je vous le mets un petit peu ici déjà avec toutes les notations, en fait. Ici, vous avez le 2n-1. Donc là, on est en train de calculer le B3. Enfin, pas le B3, pardon. On est en train de calculer le A3 pour faire B3 A3 pour faire cette opération-là. Et après, on va faire le B5 A5. Donc pour le B3 A3, donc c'est ce qui est fourni originalement. En fait, d'abord, on va calculer le 2n-1 sur 3, puis le 2n-2 sur 4. Ça va nous permettre d'avoir nos termes intermédiaires. Et on avait le 2n sur 2 qu'on avait sur la formule précédente qui était apparu dans les calculs précédents. Ici, je commence à la ligne 13. Et donc, en fait, là, ce qu'il va falloir rajouter, ça va être deux termes, comme au même titre que celui-ci et celui-ci, pour pouvoir avoir notre calcul global. Et quand on répète les mêmes opérations, en fait, là, on a le 2n-1 qui est utilisé ici, on a le 2n-2 qui est utilisé ici. Et bien, si on continue, quand on fait -1, on a 2n-3 ici, pour avoir 2n-3 sur 5. Et pour avoir ici le 2n-4 sur 6. Et donc là, en fait, ici, dans cette opération-là, qu'est-ce qu'on a? On a A1, pour avoir A3, on a A1 qui est ici, multiplié par les deux nombres qu'on a calculés. Et ici, si on touche rien au programme, on n'a plus A1, mais on a A3 ici, avec les deux nombres intermédiaires qu'on a calculés. Et donc ça nous donne non plus A3, mais A5. Et donc au final, on n'a plus B3 fois A3, mais on a bien A5 fois, A5 fois B5. Et donc là, on n'utilise plus. Par contre, là, il ne faut plus utiliser B3, mais il faut bien utiliser B5 qui doit être à côté. Ça, dans sa note, Ada Lovelace le dit bien, quand on recommence, il faut être malin. Il ne faut pas utiliser B3, il faut utiliser B5. C'est quelque chose sur lequel elle n'insiste pas parce que pour le coup, elle n'a pas la technologie pour pouvoir le faire, ce petit changement, ce petit décalage. Mais pour le coup, avec de l'informatique moderne, c'est très facile. Il suffit d'utiliser des pointeurs. Il suffit de dire dans le tableau, bah, on ne va pas utiliser la variable 22, on va utiliser la variable 22 plus 1, plus 2, plus 3, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'est pas possible de faire, sur lequel elle n'insiste pas, et c'est normal, on verra pourquoi après, mais, mais voilà, qui est plutôt bien. Et en fait, il y a une autre chose aussi, il y a une variable là qu'on n'utilise pas, c'est la variable V10. Je ne sais pas si vous la voyez, si vous l'avez vue, mais cette variable V10, c'est une variable à chaque fois, à la ligne 23 ici et à la ligne encore 23, à chaque fois, on lui retire 1. Dessus, qu'est-ce qu'on fait? On fait V10 moins 1, moins V1, donc moins 1. Et en fait, on la décrémente. Et en fait, cette variable, elle fait que décrémenter. Et donc là, en fait, ce qui lui manque ici, quand elle disait on relance à 13, ce qui lui manque, c'est de dire on va à la ligne 13 seulement si V10 ne vaut pas 0. Et là, il y a quelque chose de hyper moderne là-dedans, de dire, voilà, on fait en langage assembleur courant, on parle de jump ou de branch. On jump à 13, if not equal to 0, si ça ne vaut pas 0. Et ça, c'est hyper moderne aussi parce que ce différent de 0, c'est très utilisé avec les valeurs 0 ou pas 0 pour savoir si un résultat est vrai ou faux, pour mettre une condition à vrai ou faux. Donc en fait, dans beaucoup d'assembleurs, quand on veut faire un test, on va pas tester l'égalité entre deux nombres. On va calculer la différence entre les deux nombres et on va voir si cette différence vaut 0 ou pas. Donc voilà, il y a quelque chose de très très moderne à ça que j'aime beaucoup. Une autre chose aussi, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai entouré là-haut, mais c'est qu'à la fin du code, et ça Micmat l'explique, Michael Launay l'explique très bien, c'est qu'ici on a le V3 qui est notre valeur d'origine. Donc là, c'était pour calculer le 2n plus 1, pardon, 2n moins 1 terme de Bernoulli. Et là, on lui ajoute 1. Donc on va calculer le terme de Bernoulli suivant. Et c'est quelque chose qu'en termes de propreté de code, j'aime pas trop parce que ça veut dire qu'on va modifier une entrée. Et ça, c'est pas quelque chose de très propre. Mais dans le fond, pourquoi pas? Et ça fonctionne. Et donc là, pour le coup, il suffit juste effectivement de dire, voilà, notre variable d'entrée, elle incrémente et on va à 1. On va à 1, on va à la première ligne du code et on réexécute tout.
sachant qu'on aura un nouveau terme de Bernoulli qui existe, et on va pouvoir exécuter le code. Voilà, donc les petites erreurs là-dessus, pour moi, c'est vraiment enfin, ces erreurs, les choses sur lesquelles il aurait fallu clarifier, c'est ce côté-là, c'est ces boucles qui sont pas assez claires. Et on a aussi ici cette histoire de pointeur qui va pas. Euh, mais voilà. Là, quand je vous parlais de pointeur, là pareil, en fait, le B7 aussi. Là, pour le coup, le B7, il est mis de manière fixe dedans, mais quand on va calculer le nombre de Bernoulli suivants, ça ne pourra plus être le V24, ce sera plus au niveau du B7, mais ce sera au niveau de B9. Donc il y a un souci de pointeur qui arrive aussi. Donc c'est des choses sur lesquelles elle n'insiste pas, mais des choses à améliorer. Voilà. Alors, pom. Donc voilà, en conclusion, moi je trouve que franchement, ça a fait du boulot. Ben, en fait, il y a des erreurs, il y a des soucis, il y a des choses qui vont pas. Mais en fait, dans le contexte historique, ben, c'est une époque où l'informatique, ça n'existe pas, où l'ordinateur n'existe pas. Sur l'ordinateur sur lequel elle veut coder, ça n'existe pas. Donc elle ne peut pas tester, elle ne peut pas voir si ce qu'elle fait, ça va fonctionner ou pas. Et puis c'est une hobbyiste aussi. Ça, c'est un truc historique dans l'histoire, c'est qu'elle, elle n'est pas payée pour faire ça. Elle fait ça pour le plaisir parce que ça l'amuse, parce que ça l'intéresse. Donc ce qu'elle a fait, c'est quand même un boulot qui est vraiment bien. Elle croit en son programme, elle croit en la possibilité, en la capacité de la machine. Et là aussi, il faut voir il faut voir aussi ça d'un point de vue historique, c'est-à-dire que là, elle est dans un ouvrage, elle est en train d'écrire un ouvrage pour vanter les mérites de la machine. Donc quand je vous dis qu'elle n'insiste pas sur le fait qu'elle n'arrive pas à pointer sur le bon registre, quand je vous dis qu'elle n'arrive pas à que voilà que enfin, quand elle insiste pas sur les défauts de la machine, sur les défauts de son programme, bah, c'est normal aussi parce que elle n'a pas de raison de le faire. Elle est juste là pour montrer, pour dire l'informatique c'est le futur de l'humanité. Donnez-nous de l'argent pour qu'on puisse construire la machine et voilà. Sur les questions de précision aussi, quand je vous parlais de nombres décimaux, elle n'insiste pas sur le fait que, bah, avec les nombres décimales, ça pose des problèmes. Donc voilà, c'est aussi, là encore, dans cette vision de dire, bah non, mais on est là pour parler du futur de l'humanité. Et est-ce qu'il aura un futur ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, c'est sa vision. L'histoire lui donnerait raison ou pas, mais je pense qu'effectivement, l'ordinateur est quand même bien lié à l'humanité. Euh, voilà. Dans ce qu'elle a fait, ben, elle a fait des petites erreurs, mais pour moi, c'est largement pardonnable. Elle a fait beaucoup d'efforts de mise en place, de mise en page, d'écriture. Au final, elle n'a pas créé un langage de programmation. Enfin, elle a créé une sorte de pseudocode qui est propre, qui est lisible, qui est plutôt pas si mal. C'est plutôt nouveau, même s'il y avait déjà des choses. Donc, voilà, moi je trouve que les questions de boucle, il y a des lacunes du langage, mais c'est normal. Elle vient d'arriver. Enfin, elle vient d'arriver. Je veux dire, ça arrive, ça vient d'arriver tout ça. Donc, c'est normal qu'il y ait des lacunes. Pareil pour les pointeurs, c'est normal qu'il y ait des lacunes là-dessus. Elle aurait pu insister un peu plus sur le fait que ben, il y a quelque chose de très intéressant là-dessus. Sur les constantes, ça aurait été bien de pouvoir mettre les constantes dans le programme, mais pour moi, c'est du détail. Au contraire, moi, j'ai l'impression qu'elle a une très bonne vision de l'informatique moderne. Il y a des très belles surprises dans son code. Et en fait, pour moi, effectivement, c'est un premier algorithme. Je ne sais pas si c'est le premier historiquement parce que j'étais pas là, mais pour moi, c'est très probable que ça correspond bien à un premier algorithme extrêmement complexe décrit pour être traité spécifiquement par une machine avec des boucles, avec la machine qui va continuer là où l'humain aurait abandonné bien avant. On n'est plus sur du code linéaire. On n'est plus sur du code linéaire. Quand j'ai appris à coder, mes premiers programmes ils étaient en basique, c'était sur calculatrice. Les premiers programmes que j'ai faits, c'était très linéaire, c'est-à-dire que c'était juste, ben, tu fais telle opération, telle opération, telle opération, et puis c'est tout. Et ça, je me souviens, c'était quand j'étais en sixième, et c'est que en quatrième ou en troisième que j'ai commencé à coder avec des boucles et avec des
des conditions, avec des choses beaucoup plus complexes. Donc il m'a fallu plusieurs années pour me rendre compte qu'en fait, on pouvait aller beaucoup plus loin que des successions d'opérations. Elle, elle, elle est dans cette image de dire on va pouvoir faire des choses de plus en plus amples. Et en plus de ça, en fait, elle a un contexte très lié au matériel. Elle va vraiment parler en fait, des variables et de se dire, bah voilà, on va se limiter en taille parce on a une machine qui est contrainte et on va essayer de rester sur les contraintes du matériel. Dans son article, en fait, dans sa note, elle va aussi parler beaucoup des questions de temps de cycle, de combien de temps ça va lui prendre de faire ces calculs-là. C'est des choses qui sont aussi très pertinentes. Donc voilà, moi c'est un travail, c'est pas parfait, mais en tout cas ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu au point que bah, pour le sport, hop là, je l'ai reproduit ce programme-là. Donc on l'a ici en fait à gauche, je l'ai fait en Python. Alors il y a des questions de mise en page, des questions voilà, qui font que c'est un petit peu différent forcément. Toutes les questions de fixe décimal, faut pas trop s'y attarder, j'y reviendrai plus tard. Mais globalement, ici on reconnaît, donc là c'est l'initialisation des nombres de Bernoulli, là c'est l'initialisation de ces variables d'origine, et après, en fait, comment ça s'appelle je fais ces opérations les unes après les autres, telles qu'elle les a écrites. Donc voilà, c'est extrêmement proche de ce qu'elle a fait. J'ai corrigé les quelques bugs qu'il y avait. J'ai fait attention, là ça manquait, donc effectivement quand on redémarre le programme, il faut bien dire que toutes les variables doivent repasser toutes les variables intermédiaires doivent se remettre à 0, ça c'est important. Donc là pour le coup, pour cette histoire de méga boucle, pour pouvoir calculer le nombre de Bernoulli suivants, ça aurait vraiment posé problème, c'est une petite lacune. Euh, la... tototom, et voilà, donc ensuite je fais deux boucles. La première boucle, comme on le voit, c'était cette fameuse condition de si la variable 10 est différente de 0, tant qu'elle vaut pas 0, à ce moment-là, je reproduis ce qui est en train de se produire. Comme en fait, j'utilise des nombres décimaux, je suis obligé de dire que sur la variable V10, bah, c'est un nombre non décimal pour pouvoir faire le test proprement et pour éviter les ennuis. Donc ça, c'est du détail de code relatif au langage Python lui-même. Mais, euh, mais voilà, c'est extrêmement proche de de ce qu'elle a fait. Et voilà, et donc ensuite, à la fin, une fois que j'ai tout exécuté, je montre. La, la boucle, en fait, donc j'ai quelques petits paramètres quand même pour l'exécution. Là, 20, c'est pour dire que je vais calculer les 20 premiers nombres de Bernoulli. Et là, en fait, j'ai créé une classe sur Python pour faire des nombres décimaux à variable fixe. J'ai essayé de faire ça extrêmement simplement et succinctement. Donc, vous n'avez pas besoin de comprendre ce qui se passe là-dedans. L'idée, c'est simplement que là, actuellement, les nombres ils peuvent avoir jusqu'à 40 chiffres après la virgule et 100 chiffres de, de, de valeurs significatives. C'est pas génial le système dont j'ai fait, mais ça fonctionne suffisamment. Et l'idée, c'est de savoir est-ce que, quand on a assez peu de nombres significatifs, est-ce que ça peut fonctionner quand même? Eh bien, quand on exécute le code, donc ben justement, typiquement, ici, je vais l'exécuter. On va avoir dans les registres V21, V22, V23 et ainsi de suite les différents nombres de la suite. Et si on fait ce calcul-là, si on compare à nos nombres de Bernoulli originaux, on s'aperçoit que on a ici le 0,1667, on l'a bien ici sur le 21. Le suivant, on l'a bien sur le suivant. Et quand on regarde les derniers, par exemple le moins 15, le moins 15 milliards, on l'a bien ici, le moins 15 milliards. Et quand on regarde la précision, on a une précision qui est juste jusqu'aux 3 derniers digits. Et en fait, ça veut dire qu'en fait, l'algorithme, il est juste. Là, pour le coup, les problèmes de précision, c'est plus des problèmes de précision de la machine. Donc, son algorithme, est-ce qu'il n'existe pas des meilleurs algorithmes pour avoir des valeurs plus précises dans le temps? Je ne sais pas. En tout cas, bah si, forcément, puisqu'on a on peut trouver
on peut trouver les fractions. Si on avait les fractions, on aurait des valeurs beaucoup plus justes, puisque ça, c'est la fraction exacte à gauche, et à droite, la valeur décimale, c'est une valeur approchée. Son algorithme ne permet d'avoir que des valeurs approchées. Voilà. Et alors là encore, sur un problème de précision, faut bien voir que la précision va diminuer dans le temps, puisque à chaque fois, chaque nouvelle valeur va reposer sur la précédente. À chaque erreur sur la valeur précédente, on va agrandir les erreurs. Et donc, si par exemple, de manière un peu plus réaliste sur sur la machine, on n'a que 10 chiffres significatifs, donc 10 rouleaux avec 4 rouleaux de nombres après la virgule. Donc ça, que ce soit sur les nombres, comment ça s'appelle? Que ce soit sur les nombres intermédiaires ou les nombres, euh, que ce soit sur les nombres intermédiaires ou que ce soit sur les nombres finaux, eh bien, si on réexécute, alors déjà là, il me trouve un overflow parce que j'ai des nombres qui sont trop larges pour pouvoir les contenir. Mais si ici, on va que jusqu'au dixième nombre à calculer, à ce moment-là, on a ces valeurs-là. Et ces valeurs-là, pour le coup, on s'aperçoit que la première, elle est assez juste. On a 1,667. Ben, pour le coup, c'est un valeur arrondi. La suivante, ah oui, pardon, ces valeurs-là, de toute façon, les premières, c'est moi qui les donne, donc elles ne sont pas très pertinentes. Mais dès la première valeur qu'il calcule, à savoir le 0,3333, ben, il trouve 0,3338. La suivante, il devrait trouver 0,075. Là, c'est 0,082. Et assez rapidement, en fait, ça va diverger. Et de plus en plus, avec la dixième valeur intéressante, qui, au lieu de valoir moins 7092, vaut... pardon, oui, pardon, que je dise pas de bêtises, pardon. Tototom... Ouais, bref, ouais, pardon. Ça doit être aux alentours de celle-ci. Dans la dixième valeur intéressante, ça doit être peut-être la 20e, celle-ci. Donc au lieu d'avoir moins 529, on a moins 51 434. Donc ça a énormément divergé. Ça diverge de manière exponentielle. Et tout ça pour dire que l'algorithme, il est bien, mais il trouve des résultats qui ne sont pas forcément hyper pertinents en fonction de la précision de la machine. Enfin voilà, en tout cas, le code, tout est disponible en description. Donc je vous laisse regarder ça. Je vous laisse regarder relire la note complète de Ada Lovelace. Je vous laisse relire un petit peu tout ce elle a écrit en fait. C'est extrêmement intéressant dans le contexte de l'histoire de l'informatique, puisque je crois, en fait, elle explique aussi assez bien dans une de ses notes, en fait, c'est le fait que jusqu'à présent, bah, il y avait des mathématiciens, il y avait et en fait, avec l'arrivée de l'informatique, il y a une fission entre les mécaniciens qui vont faire les machines et les mathématiciens. Et c'est l'assemblage des deux, d'à la fois d'avoir une bonne machine et la fois d'avoir une bonne mathématique, qui ensemble va faire un résultat intéressant. Et, euh, et cette séparation, en fait, elle est assez intéressante parce qu'aujourd'hui, on la retrouve beaucoup entre l'électronique et l'informatique, où les deux sont à la fois très liés et à la fois très différents. Et on peut être excellent en électronique et très mauvais en informatique, et réciproquement. Mais c'est l'alliance des deux qui permet d'avoir des super produits, des super ordinateurs qui font des calculs incroyables. Voilà, donc pour moi, elle est vraiment son programme, il est vraiment pas incroyable, mais il est vraiment très bien aussi, avec des très beaux détails et des choses qui font quand même très plaisir. Donc c'est une belle randonnée à faire dans l'histoire de l'informatique. Euh, et voilà, donc elle a pas volé son titre de premier programme. Pour moi, c'est surtout bah, le premier programme, le premier algorithme lié à un ordinateur. Et voilà, j'espère que ça vous aura autant intéressé que moi, et je vous souhaite une très bonne journée.